Merci. J'espère que vous m'entendez, oui. Ça va comme ça? Donc, on va avoir 3 parties. D'accord? 3 parties. Donc, une première partie où je vais revenir sur le rôle mythique, le rôle du mythos, et donc l'utilisation de Gaïa avec la fonction mythique de Gaïa. Pourquoi on utilise ce terme, Gaïa? Et j'ouvrirai sur le rôle des archétypes, avec Jung notamment. Donc ça, c'est une première partie. Une deuxième partie qui est plus spécifiquement ce qu'on entend par Gaïa aujourd'hui, c'est-à-dire toute la fonction épistémologique, heuristique de Gaïa comme système Terre. On l'a dit tout à l'heure. Et donc, c'est Lovelock, c'est Vernadsky, c'est Meadows, enfin, c'est une quantité de... les Earth System Science. Et puis, un dernier point sur comment aller au-delà des 4 ontologies qui sont posées chez Descola et qui sont 4 manières d'articuler nature et culture. Et là, j'essaierai de penser, de poser des éléments pour dire comment, tout simplement, la raison occidentale, demain, peut vivre autrement son rapport à la nature, hors de la question de la prédation, de la possession, de la domination, de la spoliation, d'un progrès, encore une fois, comme tout à l'heure a dit Camille Riquier, d'un toujours plus, ou en tout cas d'un maîtrisable et d'un productivisme qui nous a constitués. Donc comment on fait ça? Et je reviendrai justement sur la notion latourienne de fétichisme, au sens de fétichisme, F-A-I-T. Et je crois que c'est très intéressant de voir que, justement, avec ce qui a été dit ce matin, notamment par Eduardo Viveros, mais c'est la fondation du christianisme qui se situe en dehors de Gaïa. Mais en fait, ce que l'on est en train de véritablement, et c'est ce qui a été posé, je crois, par Latour, c'est-à-dire de montrer que la fondation faite de notre science, la fondation de la modernité, la fondation de la majorité de nos savoirs, se situe en dehors de Gaïa. Et donc, ce qui sépare modernité et non-modernité, ce n'est pas les questions de croyance. Ce n'est pas, c'est pas ça, la rupture. La rupture, elle se ferait si véritablement il y avait une prise en compte réelle, terrienne, de Gaïa. Or, pour l'instant, ni la religion ni la science, visiblement, ne sont prêtes à cette confrontation terrienne. Donc, en tout cas, pas la technoscience. Donc, le premier temps, donc, sur le rôle du mythos. Pourquoi on est allé chercher ce substantif Gaïa? Et bien sûr, je reviendrai ensuite à Lovelock, à Lynn Margulis, etc. Puisqu'on le sait, chez Lovelock, l'usage de Gaïa est nécessairement hors mythologie. Gaïa, c'est ce qui nous permet de concentrer l'équation du système Terre et d'avoir tout simplement d'évoquer le système de vie planétaire comprenant tout ce qui influence le biote et est influencé par lui. Système Gaïa partage avec les autres organismes la capacité d'assurer quoi, nous dit Lovelock, l'homéostasie, la régulation de l'environnement physico-chimique à l'intérieur de limites dites favorables à la vie. Ça, c'est la définition chez Lovelock. Mais bien évidemment, Gaïa, d'emblée, en tout cas de façon immédiate, c'est pas ça tout de suite. C'est pas cette notion de système Terre. Et c'est là où les enseignements platoniciens peuvent nous aider sur cette dialectique entre mythos et logos. Et que ce soit dans le Timée de Platon, que ce soit dans le Banquet de Platon, que ce soit dans le Protagoras, que ce soit bien sûr dans la République pour une critique dure du mythos. Mais l'enseignement de Platon, c'est précisément que le mythos n'est pas
exclusivement un récit fondateur. En fait, c'est un récit fondateur, mais c'est d'abord une modélisation. C'est une fiction assumée pour penser des valeurs. En fait, il y a un rôle didactique, il y a un rôle éthique du mythos. Dans la République, Platon parle même de mensonge utile, catégorie très spéciale du mensonge. Hein, le mensonge qui permet en fait de produire un certain type d'agir. Donc en fait, on fait appel au mythos, certes, pour mettre en place une croyance, mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas la croyance, c'est l'agir. L'enjeu, c'est que l'on vise à former une décision. Et donc, il y a une valeur éducative et populaire. Et vous le savez, bien évidemment, le mythos a cette force par rapport au logos qu'il est récit, il est intrigue, il est drama. Il va susciter ensuite éventuellement une catharsis, c'est très important aussi, puisque donc il a une fonction comportementale. Mais dans un premier temps, il produit en tant que tel une écologie de l'attention, si on prenait des vocables, comment dire, actuels. Il y a une séduction. Et donc, il y a une créance généralisée. Et puis par ailleurs, le mythos a, par la voie de l'oralité, mais pas que, par le fait qu'il produit un court-circuit, enfin un circuit court plutôt, mais parfois un court-circuit, mais un circuit court entre le qui est, on voyait Isabelle Stenger cet après-midi, enfin ce matin, parler du doigt, hein, qui désigne. Donc le mythos, il va court-circuiter entre ce qui et ce quoi, l'objet. Et il essaye de rendre magique le comment, de mettre voilà, sous silence ce comment pour précisément précipiter un certain type de décision. Et c'est important parce que je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'on soit capable de fonctionner avec cette invisibilité du comment pour produire une décision, ce que permet le mythos. Pourquoi ? Parce que ça demande en fait des systèmes patriarcaux de croyances très fortes. Vous ne remettez pas en cause le qui. Qui dit ça, hein ? Vous voyez, vous vous souvenez dans 1762, le contrat social, Rousseau, faire parler la bouche des dieux, hein, pour faire parler le contrat social. Bon, donc le mythos, c'est ça, c'est d'essayer de faire disparaître le qui, la légitimité du qui énonce. On ne sait pas, et nécessairement, mais il faut croire précisément à cette autorité pour se mettre en chemin. Donc on oriente, par cet apport fictionnel du mythe, un agir, et on va effectivement instrumentaliser les émotions, notamment. Et donc tout l'enjeu, alors bien sûr Platon sera le premier à ensuite disqualifier ce type de discours parce qu'il estime qu'il est trop dangereux, mais en même temps il voit bien le caractère profondément opérationnel de ce mensonge utile. Et puis, plus tard, Gaïa, vous allez le retrouver aussi, pas totalement comme ça, mais chez Nietzsche aussi, même si le terme n'est pas là, mais on a une réhabilitation très forte du mythe, on a une réhabilitation forte le Zarathustra, le sage qui danse, la forme dionysiaque, et puis par ailleurs, ça nous évoque également un autre auteur important, je pense à Dumézil, qui nous a expliqué ce qu'il définit comme la trifonctionnalité du mythe. À quoi sert le mythe ? Bien évidemment à poser la fonction du sacré et de la souveraineté, ce que je viens d'appeler moi l'autorité ou la légitimité, c'est-à-dire tout ce qui renvoie au récit des origines, de la fondation, voilà, de ce qui fait référentiel pour tous. L'intérêt de la fiction, vous le savez, et l'intérêt du mythe, c'est de conduire les masses, c'est de conduire le nombre, le grand nombre, le collectif, de poser un consensus par une émotion, d'une certaine manière.
par un vécu commun de l'origine, alors qu'on ne peut pas avoir un vécu de l'origine. Et puis, trifonctionnalité du mythe avec la fonction guerrière, bien sûr, qui est posée chez Dumézil, et puis tout ce qui concerne la production, la reproduction. Ça va des institutions jusqu'au corps des femmes. Et donc, on a tout ça dans Gaïa, même si ce n'est pas dit. On a toute cette sémiologie qui est inhérente à la notion de Gaïa. Et puis on a un autre temps qui lui est plus jungien ou freudien ou analytique. Alors chez Jung, c'est bien évidemment la question des archétypes. En fait, Gaïa, c'est une hybridation, hein, parce que vous n'avez pas Gaïa non plus chez Jung tel quel, du tout. Mais vous avez chez Jung, vous le savez, la question de l'inconscient collectif, la question du fait qu'il y a une structure psychique universelle, et d'ailleurs, que ce soit Freud, que ce soit Jung, on décrypte les structures de la psyché grâce notamment à des complexes mythologiques, complexe d'Oedipe, pour ne pas le citer, et quantité d'autres. Mais c'est une hybridation, je dirais, Gaïa, entre Jung et Asimov. Asimov avec tout ce qui renvoie à la Fondation foudroyée, pour ceux qui connaissent les ouvrages d'Asimov, tout ce qui renvoie à la psychosphère. Pourquoi ? Parce que Asimov est un des grands auteurs qui défend l'unité organique pensante planétaire. Et ça, voilà, c'est une manière de penser, je dirais, un inconscient collectif qui va jusqu'à l'interpénétration avec le vivant. Je prends par exemple Jung dans Ma vie. Il écrit « J'ai compris l'étrange communauté de destin qui me rattache à mes ancêtres. » Et là, bien évidemment, nous, on peut dire de quel type d'ancestralité parle-t-il ? Parce que bien évidemment, il parle de celle qui le lie avec les humains. Et nous, on pourrait ouvrir à une ancestralité de la Terre. Mais là, on le fait parler, hein. C'est pour ça que je dis qu'on hybride et on peut entendre Jung, mais très certainement, ce rôle des archétypes joue dans Gaïa. J'ai très fortement le sentiment d'être sous l'influence des choses et de problèmes qui furent laissés incomplets et sans réponse par mes parents, mes grands-parents et mes autres ancêtres. C'est ça aussi. Alors, on a parlé de la honte. Bon, chez Jung, voilà, ce qui a été laissé sans réponse, des problèmes qui n'ont pas été pensés. Gaïa, c'est ça aussi. C'est la trace de ça, du problème qui n'a pas été pensé, de l'impensé. Alors de l'implicite sans doute, mais de l'impensé, et très clairement, la nature a été un impensé dans cette histoire. La nature est un grand impensé du contrat social. Le contrat social se joue in abstracto. Voilà. Hors relation aux ressources naturelles existantes, comme si c'était l'abondance, voilà, sans souci. Ça a été... Donc, voilà, et on voit Jung encore que une existence individuelle, c'est précisément tout ce qui va se recombiner, varier à l'infini de composantes extrêmement anciennes, voilà, et que l'enjeu, c'est de ne pas être une particule, un isolat, hein, dessaisi du reste du monde, et notamment du vivant, on pourrait encore une fois rajouter. Donc voilà, donc pour dire que si, dans un premier temps, on comprend derrière cette notion de Gaïa tout ce qu'il y a dans le mythe au sens de fiction utile, certes, mensonge utile, mais également outil pour amener et orienter l'agir, pour orienter une responsabilité, pour faire vivre une conscientisation forte du lien avec le vivant. Et là, on a effectivement un mythe comme outil pour organiser, légitimer, incarner
nous rattacher en gros à quoi? À une conscience globale. Donc ça, c'est ce qu'on entend dans ce souci de Gaïa, un souci qui fait que nous sommes rattachés en interdépendance, et on l'a vu encore une fois cet après-midi, enfin ce matin. Excusez-moi, je suis à l'envers visiblement encore. Deuxième temps, c'est précisément l'épistémologie et toute la question du système Terre. Et on voit très bien que l'hypothèse Gaïa chez Lovelock, chez Margulis, chez Vernadsky, c'est bien évidemment ce qui a été... l'idée, c'est de venir ratifier scientifiquement une intuition qui a été longtemps pensée d'ailleurs par les philosophes, des stoïciens à Teilhard de Chardin, et d'autres scientifiques d'ailleurs avant lui, que ce soit Kepler, Lamarck, etc., à savoir que les êtres vivants sont reliés ensemble dans un grand système Terre. Et je vous rappelle juste l'hypothèse Gaïa avec cette image de l'atmosphère qui est définie par Lovelock comme une extension dynamique de la biosphère elle-même, non pas un fait biologique séparé, mais comme la continuité de la biosphère. Et il donne cette image. Imaginons un oiseau. L'atmosphère serait comme les plumes de cet oiseau, une extension d'un système vivant conçu pour préserver un environnement choisi. Les sciences qui ont défendu cette hypothèse, effectivement, sont celles des sciences du système Terre. Mais c'est ça qui est important, c'est l'extension d'un système vivant conçu pour préserver un environnement choisi. Et ça a été dit encore ce matin, ce qui constitue le système Terre aussi, c'est l'expérience de l'habitabilité. C'est aussi cette aventure-là de constituer, par cette rencontre particulière de nature et culture, un milieu de vie bien évidemment pour la nature et le vivant, mais pas que, pour l'humain aussi. Donc ça, voilà. Et alors, Vernadsky, vous le savez, grand penseur du début du XXe siècle, qui a forgé notamment le concept de biosphère de façon résolument dynamique et qui fait de la vie un phénomène aux confins de différentes couches écologiques en interaction, la lithosphère, l'atmosphère, la biosphère, la noosphère, la technosphère. Donc voilà, là, pour le coup, on a véritablement ce qui nous permet non pas une croyance nouvelle, mais une compréhension nouvelle. Donc là, Gaïa nous permet d'envisager véritablement une modélisation de la Terre autre et de notre place à l'intérieur de ce vivant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que Gaïa a aussi quelques autres échos. Par exemple, prenons dans la notion de Pachamama. C'est pas Gaïa, mais ça parle directement avec Gaïa, qui a fait son entrée d'ailleurs dans les textes internationaux, notamment ceux du sommet de la Terre, pour désigner la terre-mère, la terre nourricière, c'est-à-dire la fertilité dans la cosmogonie andine. Alors, on connaît tous la Pachamama, ce qu'on appelle également le sumak kosei, le bien vivre, comme la prise en considération de la symbiose qui existe entre l'homme et la nature. D'autres auteurs parleraient, je vais en reparler plus loin, de Wilson par exemple, jusqu'à Kellert aujourd'hui, de biophilie. La biophilie, c'est qui serait structurelle à l'homme, c'est-à-dire la nécessité pour l'homme, s'il veut être dans un rapport épanouissant à lui-même, précisément de se mettre dans une considération biophilique des choses. Et par exemple, je cite l'article 71 de la Constitution de l'Équateur, nature ou Pachamama, où se reproduit et réalise la vie, a le droit à ce que soit intégralement respectée son existence,
le maintien et la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions et ses processus évolutifs. Toute personne, communauté, peuple ou nationalité pourra exiger à l'autorité publique l'accomplissement des droits de la nature. Et c'est pas simple, puisque faire de la nature un sujet de droit est tout sauf anodin, dans la mesure où notre état de droit, à nous en tout cas, société occidentale, est, on l'a dit encore, anthropocentré, et que nous défendons les droits de l'homme, inaliénables et universels, et jusqu'où, comment on pense demain une théorie de la nature comme sujet de droit, et jusqu'où c'est contradictoire avec cet anthropomorphisme, et c'est ça toute la question. Donc on va sur, donc voilà, Gaïa, à la fois, je dirais, par la question du mythe, par la question de la catharsis mobilisée. La tour pourrait dire non pas la terre s'émeut, mais se meut les deux, c'est-à-dire qu'on fait un recours à une expérience de la terre. Pourquoi je dis une expérience de la terre? Parce que nous sommes dans un monde qui a été théorisé par la psychologie environnementale. Je pense aux travaux de Peter Kahn, de Suzanne Clayton, de ma chère collègue Anne-Caroline Prévost. Nous sommes dans un monde d'amnésie environnementale générationnelle. Qu'est-ce à dire? C'est tout simplement que chacun naît avec l'idée que voilà, l'état de nature protégé, juste, etc., c'est l'état de nature qu'il a connu lors de sa naissance. C'est problématique puisque nous avançons tous dans l'histoire et que bien évidemment les expériences de nature qui ont été les nôtres à un instant T, en fait, ne disent plus grand-chose d'une expérience de nature directe qui a été celle de nos aînés. Et cette perte, cette extinction des expériences de nature produit une amnésie environnementale, pourrait même pousser à une amnésie terrienne, au sens où ce vécu de la Terre, comme système, certes, où il y a bien évidemment une infinité, mais il y a une infinité qui est le fruit d'un soin, c'est-à-dire en gros la vitalité du système Terre, alors que vous avez des infinités plus mathématiques et plus abstraites. Il s'avère que celle de la Terre, l'infinité de la Terre, la fertilité de la Terre, est l'objet d'un soin, et d'un soin bien évidemment coordonné entre homme et nature. Donc, et on peut parler par exemple aujourd'hui de cette notion qui d'ailleurs est venue travailler dans les politiques publiques, par exemple la question de la solidarité écologique. La solidarité écologique, on a vu ses premières arrivées dans les textes de loi concernant la réforme des parcs nationaux en 2006, puis ça a été repris, je crois qu'il y a une loi repris vers 2016. Qu'est-ce que c'est que ce concept de solidarité écologique? Deux choses. C'est bien évidemment l'étroite interdépendance des êtres vivants entre eux et avec les milieux naturels ou aménagés. Et on distingue deux types de solidarité écologique, celle qu'on appelle la solidarité écologique de fait, qui souligne la fameuse communauté de destin entre l'homme, la société, son environnement, en intégrant d'une part la variabilité, la complémentarité et la mobilité de la diversité du vivant et des processus écologiques dans l'espace et le temps, et d'autre part la coévolution des sociétés humaines et de la nature au travers des usages de l'espace et des ressources naturelles. Donc ça, c'est la solidarité écologique de fait. Et puis, on revient à cette idée d'une catharsis ou d'une décision ou d'une implication ou d'un engagement comportemental, la solidarité écologique d'action,
qui se fonde sur la reconnaissance par les habitants, les usagers et les visiteurs qu'ils font partie de la communauté du vivant et qui traduit leur volonté de vivre ensemble. Donc on voit que Gaïa, c'est un désir aussi. Il y a une fonction désirante. En langage clinicien ou analytique, on dirait il y a un certain type en fait de régime libidinal. Il y a une fonction particulière d'investissement au monde qui est cherchée à travers la notion de Gaïa. Et c'est très important puisqu'on sait très bien que voilà, une libido mal orientée produit ce qu'on appelle de la libido dominandi, donc véritablement un désir de possession. Donc qu'est-ce que c'est qu'un désir qui précisément ne cherche pas à posséder? C'est ça l'enjeu qu'on essaye aussi de penser. Qu'est-ce que c'est que cet investissement libidinal parce qu'il est absolument nécessaire pour créer de la qualité de présence aux choses, aux êtres, à la nature. L'homme ne sait pas être présent de façon qualitative hors du désir. Et en même temps, tout l'enjeu, c'est comment ce désir va accompagner et comprendre et entendre ce que dit l'encyclique Laudato Si, c'est-à-dire le cri de la terre. Et comment, bien évidemment, ce désir ne produit pas le cri de la terre. Donc, pour conclure, quelques éléments, parce que je n'ai pas du tout le nom à vous proposer ici et aujourd'hui pour vous dire, tiens, qu'est-ce qui est au-delà de l'animisme, le totémisme, le naturalisme ou l'analogisme, qui sont les 4 grandes ontologies posées par Descola, mais des éléments pour dire qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans cette 5e ontologie à naître, qui ne serait pas non plus la symbiose de toutes les autres, mais qui quand même serait sans doute un peu de dialogue avec toutes les autres. Une conception élargie de l'humanité, ça c'est certain. Cette idée qui avait été posée chez Jonas, d'être intime avec le vivant. Donc en gros, ce que moi j'ai appelé le continuum des soins, on pourrait dire le continuum des soucis, soucis de soi, soucis de la nature, soucis de la cité, c'est-à-dire comment on fait marcher ça ensemble pour précisément créer ce milieu de vie qui maintient, dit Jonas, la vie authentiquement humaine. Et ça passe par des définitions extensives de la communauté, on en a encore parlé ce matin. C'est très classique chez Léopold, avec les éthiques de la terre, etc. C'est quelque chose qui renvoie sans doute à de la poétique bachelardienne. Et je dirais que Marielle Massé, que vous connaissez sans doute, et qui a écrit notamment beaucoup de choses, mais notamment un tout petit opus qui s'appelle Nos cabanes, effectivement. Même si elle ne se déclare pas comme ça, je la déclarerai à sa place, c'est un enfant de la poétique bachelardienne et de la poétique élémentaire, avec les nous, N-O-U-E-S. Et on voit très clairement comment elle fait cette variation sur les nous, comment elle tente de penser une science des nous pour explorer précisément ces manières de vivre ancestrales et ultramodernes, celles qui sont confrontées à l'Anthropocène, mais qui ne veulent pas croire qu'il s'agit là d'une mise à mort de nos sociétés, mais qui veulent au contraire qu'il y ait une obligation de régénérescence. Et c'est la variation sur les nous au sens de dérivatif de Noé, l'état de l'eau et des façons de faire avec les eaux, l'abri végétal, ce lieu qu'il faut savoir comprendre pour en tirer tous les bénéfices humains, c'est-à-dire les bénéfices protecteurs de notre humanité aussi. Donc,
ça, c'est une possibilité qui peut nous aider aussi à travailler sur, voilà, qu'est-ce que serait cette vie augmentée, cette conscience augmentée par le vivant. Et puis, dernier point, puisque le temps court, j'avais dit que je dirais un mot de ce fétichisme latourien, parce que précisément pour faire tout ça, il faut avoir un fond de déconstruction très fort sur la science et sur les présupposés idéologiques qui constituent notre science et la technoscience d'aujourd'hui. Et si vous vous souvenez, c'était sur le culte moderne des dieux fétiches, F-A-I-T, et l'objet de la tour était précisément de dire, voilà, qu'est-ce que la modernité ? En fait, est moderne celui qui croit que les autres croient. C'était comme ça qu'avait posé notamment la tour. Voilà. L'autre est primitif là où nous sommes modernes. Qu'est-ce qui nous différencie ? Rien, nous croyons tous les deux. Nous croyons et nous avons des fétiches qui ne sont pas les mêmes. Un discours fétiche pour mieux dénoncer le fétichisme de l'autre peuple, alors qu'on est soi-même tout aussi fétiche, et fétiche au sens où nous fabriquons d'un côté soit des fétiches ou nous examinons les faits. Mais un fait est toujours fabriqué. Et derrière la revendication du fait objectif, il s'était fait très lacanien, la fait. Et un fait, effectivement, et quelle est l'astuce du fétiche ? C'est de faire oublier qu'il a été fabriqué. Donc je crois que quand on dit Gaïa, au moins on ne leurre personne sur le fait qu'on ne veut pas effacer non plus le fait que nous sommes également aussi fabriqués. Et qu'il y a là une manière, je dirais, certes, de tenter de penser une modernité, et cette modernité, ça serait sans doute enfin de se fonder avec le système Terre, mais en revanche d'être postmoderne avec le fait que cette modernité n'est pas de se positionner comme modernité au sens de libérer de toute croyance. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Cynthia. Est-ce que l'un ou l'autre voudrait réagir avant que nous invitions Jean-Pierre Lemaire à venir ? Poser une question. Ah. On va vous monter un micro. Donc il y a au moins une personne qui n'a pas été atteinte par les bactéries là dont je parlais. Peut-être parce que je suis arrivée en retard, mais ma question c'est sur ce que vous concrètement voyez comme mensonge utile dans Gaïa. En l'occurrence, c'est pas moi. Mais chez, chez Platon, c'était de rappeler simplement que le mythe était un mensonge utile, et en l'occurrence sur la question notamment du récit des origines. Là, le mensonge utile sur Gaïa, non, dans la version Lovelock, qui est une tentative précisément de s'extirper du mensonge et d'affronter la vérité, voilà, d'un écosystème. Je ne verrai pas nécessairement du mensonge. En revanche, voilà, ça c'est, si vous voulez, quand vous dites Gaïa, très sincèrement, ce n'est pas parce que vous défendez une fonction heuristique ou épistémologique de Gaïa qu'en face, c'est reçu comme système Terre. En face, c'est reçu de quantité de façons. Et donc, sans doute que le fait d'avoir voulu user de ce terme, et pas simplement du terme système Terre, il y avait derrière une volonté de circuit court, je dirais, avec un cerveau qui est un autre type de cerveau. C'est ça qui se joue. Et donc, je ne dirais pas qu'il y a mensonge, mais
il y a une tentative d'orienter, il y a une tentative d'emmener quelque part, il y a une tentative de dire à un moment donné, il se joue derrière une décision, un acte, une éthique, une responsabilité. Et donc, je vais essayer de passer par cette émotion-là pour mettre en place un certain type d'agir. De poser une question aussi à mon tour. Je trouvais assez intéressant, en tout cas interroger même effectivement l'usage du mot Gaïa, pourquoi on avait choisi ce mot plutôt qu'un autre, avec les compétences qui étaient les tiennes, notamment psychanalytiques. Je m'interrogeais sur le fait que, est-ce que l'hypothèse Gaïa n'est pas aussi une manière de surmonter l'opposition des anciens et des modernes, c'est-à-dire soit d'un côté le monde fini, le monde clos, et de l'autre l'univers infini, selon l'expression du titre de Coiré. C'était une manière, au fond, de réintroduire de la limite, et même éventuellement de la clôture, ne serait-ce que dans le choix des mots de Teilhard ou de tant d'autres, de biosphère, de remettre le cercle, et en même temps sans revenir en arrière. Voilà, une sorte oui. de synthèse, de conciliation. Oui, je pense qu'il se joue très clairement, c'est ce que j'ai essayé de dire avec cette idée un peu rapide de dire, voilà, le soin et l'infinité, c'est-à-dire qu'il se joue à la fois une limite, ça c'est évident, et en même temps, cette limite ne se joue pas comme fermeture, comme mort, elle se joue comme occasion d'un déploiement de soins de la part des vivants en présence. Et c'est ça que raconte Gaïa. C'est-à-dire, Gaïa raconte une interdépendance choisie, je dirais, aussi en tout cas. Elle raconte, encore une fois, une expérience d'habitabilité qualitative. Et donc, résultat, il y a à la fois de la limite, mais on voit très bien que si on prend soin d'eux, la chose est cyclique et donc revient, etc. Et c'était ça, alors que sans doute ce qui a été pensé pendant très longtemps, c'était tout simplement le fait que, d'abord, dans un premier temps, sans doute, il n'y a pas nécessairement de limite et les choses, voilà. Et puis deux, le soin des hommes ne se situe pas là. Voilà. Or, on découvre que le soin des hommes se situe aussi là, non seulement pour la nature, mais bien évidemment, ce qui, moi, puisque je reste un philosophe renaissant et issu de l'humanisme, je pense que se situe là une clé de son humanisme, pour le coup. Et c'est ce qui m'intéresse. Question là-haut. Alors, Camille va gravir la montagne. Ce sera la dernière question. Si elle peut être brève, c'est formidable. Ça marche. Merci. Question brève. Vous avez conclu sur le fait qu'il fallait poser une modernité qui ne se croyait pas libérée de... Enfin, qui ne se pensait pas comme libérée de toute croyance. Et pourtant, ne pas se penser... Enfin, se penser libéré de toute croyance, ça permet un projet émancipateur qui du coup permet d'élever les humains et nous pousse à agir. Alors, est-ce que Gaïa nous empêche ce projet émancipateur? Non, c'était pas dans ce sens-là. C'était dans le sens, si vous voulez, qui est le sens classique donné par la philosophie, à savoir, voilà, ce n'est pas parce que je proclame une objectivité que je suis dans l'objectivité. Plutôt dans ce sens-là. Hein. Donc, de se méfier de ce qui est posé comme précisément dénué de toute croyance. Et que, en fait, voilà, est moderne celui qui déconstruit sans cesse, mais qui ne se laisse pas piéger non plus par son travail incessant de déconstruction. Bon, c'est la question du doute méthodologique, or, il ne se joue pas tout à fait ça dans la modernité de façon majoritaire. Il se joue le fait qu'il y a ceux qui sont du côté de la science et ceux qui n'y sont pas. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas pour penser à un relativisme, voilà, mais
tout simplement se rappeler le fait que voilà, la faillibilité constitue le doute, la tolérance à l'incertitude, constitue le vrai geste moderne, et non pas l'inverse. Voilà, c'était dans ce sens-là plutôt. Et Gaïa est une manière, je dirais, humble, à la fois de faire signe vers ce qu'on appelle système Terre, donc un vrai travail épistémo, et en même temps presque de se présenter sous des archétypes et une ancestralité qui normalement devrait quasiment déconsidérer la notion au moment même où elle se donne à entendre, puisque la modernité ne peut plus entendre ça. Vous voyez ? Donc c'est ça qui est intéressant. C'est de savoir que oui, il y a quelque chose qui joue sur différents pans. Alors, on va passer. Merci beaucoup, Cynthia.